Bonjour, perspective de médiation aujourd'hui avec Jean-Christophe Part. Jean-Christophe, c'est une personnalité très engagée pour la médiation en Suisse et ailleurs. On va parler des Dispute Resolution Boards. Qu'est-ce que c'est un Dispute Resolution Board? On s'imagine un groupe de personnes qui intervient en cas de conflit autour d'un projet. Ah ben c'est ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc Jean-Christophe va nous expliquer tout ça en détail. Je vous invite à l'écouter et à apprendre. À tout à l'heure, merci. Perspective de médiation, un podcast sur la prévention et la gestion des conflits, présenté par Gainparly Médiation. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire. Cela nous aide. Merci. Bonjour, salut Jean-Christophe. Bonjour Pascal. Ça va, tu vas bien? Merci beaucoup pour l'invitation pour venir parler sur le Dispute Board aujourd'hui. Écoute, merci d'être là. Donc, c'est le podcast Perspective de médiation sur tout ce qui est prévention, gestion, résolution de conflits, médiation ou d'autres types de méthodes alternatives à la résolution de conflits, comme justement les Dispute Resolution Boards. Je t'ai souvent entendu parler de ça. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression de connaître beaucoup de choses, genre l'arbitrage, la médiation, enfin, il y a plein d'outils différents. Et puis ça, je ne connaissais pas. Enfin, on a à peu près, on s'imagine quelque chose, mais tu vas nous éclaircir là-dessus pour qu'on comprenne vraiment ce que ce que c'est. Mais avant qu'on commence, peut-être tu peux nous parler un peu de toi? Volontiers. Donc, Jean-Christophe Part, j'ai 47 ans, je suis marié, papa de 2 enfants et puis d'un jeune chien de chasse. C'est une de mes passions. Je suis également… J'avais l'occasion de connaître aussi, hein, quand on s'est promené une fois mort. Il tire bien, hein, je confirme, il tire bien. C'est ça. Et donc, je suis administrateur de société, indépendant et également médiateur FSM. Et dans mon portfolio d'activités, je dirige aussi l'ONG WAP.org, qui est une organisation internationale qui réunit les personnes intéressées autour du thème du partenariat public-privé. Il y a de nombreuses entités spéciales dans les pays qui font les appels d'offres pour faire les achats de ces infrastructures. C'est souvent très complexe, hein, quand on travaille entre secteur public et privé, il y a toujours un petit peu une méfiance, prudence. Donc, pour arriver à bridger ça, ce n'est pas toujours facile. Mais le résultat, en fin de compte, c'est des contrats de très, très longue durée. En moyenne, c'est des projets qui ont entre 20 et 30 ans et qui prévoient qu'un service public soit délégué à une entreprise du secteur privé pour délivrer un service public. Hein, c'est la gestion, ouais, okay. Gestion déléguée, on appelle ça, hein, en français. Puis vous faites la mise en réseau, vous faites l'accompagnement, vous faites quelle partie? Alors l'ONG a pour mission déjà de réunir tous les acteurs du monde du PPP, qu'ils soient de l'État ou bien côté secteur privé. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi comme consultants du PPP. Et aujourd'hui, avec WAP, on a une voix dans cette industrie qui commence à être très bien perçue avec toutes les organisations, les banques multinationales de développement, les Nations Unies aussi, qui ont des pôles de compétences autour du thème du partenariat public-privé. Et donc, aujourd'hui, on fait beaucoup de capacity building et aussi, on commence à réunir les gens autour d'une agenda qui est un petit peu plus advocacy pour dire qu'on veut du next level PPP. On a besoin d'une nouvelle génération de partenariats publics-privés qui sont axés sur les objectifs de développement durable, pas parce que c'est l'air du temps, mais parce que ça aide à dérisquer les projets, surtout quand on parle du long terme comme ça. Et on a besoin d'aujourd'hui de promouvoir beaucoup plus d'infrastructures qui sont résilientes au changement climatique. Aujourd'hui, on ne construit plus des infrastructures comme on l'a fait il y a peut-être 10 ans. Hein, donc, il y a une vraie prise de conscience qui est émergente. Et puis, WAP est un petit peu à la pointe de ce qui se fait en bonne pratique et on essaie de relayer ça et de faire que ce soit suivi par plus d'acteurs. Et une des choses qui me paraît très importante là-dedans, c'est d'enlever les pain points, hein, pour les investisseurs qui aujourd'hui se trouvent un petit peu coincés entre toutes les chaises parce qu'on leur impose de la gestion déléguée
pour un service public. Parfois, ils aimeraient bien apporter encore des nouvelles solutions innovantes, mais l'État n'est pas encore prêt ou ne comprend pas tout à fait comment ça s'articule et ça se décline. Et c'est là qu'en réunissant tout le monde dans une plateforme neutre et indépendante, en dehors de tout jeu politique, ça permet parfois de débloquer et de créer une confiance pour choisir la meilleure solution sur le plan technique. Après, bien sûr qu'il faut les majorités politiques et les cycles politiques ne sont pas toujours en adéquation avec les cycles de construction industrielle comme ça. Ouais. Ça, c'est bien juste, c'est bien vrai. Ouais. C'est passionnant. Donc, toutes ces choses sont extrêmement riches en contacts internationaux, aussi en difficultés interculturelles. Donc, le côté de facilitateur, médiateur est très utile aussi pour promouvoir des techniques qui permettent à éviter que les conflits partent en spirale. Enfin, on connaît tous le concept de Friedrich Glasl avec les Eskalationsstufen, hein, ce fameux professeur autrichien qui a développé ce modèle avec les différents niveaux d'escalation d'un conflit. Donc, on essaie d'intervenir très tôt dans le projet pour prévoir que les personnes qui négocient ce contrat prévoient des bonnes clauses avec des mécanismes d'escalation de conflits. Et pour moi, c'est très, très important qu'on fasse beaucoup de dispute avoidance, surtout sur un projet de long terme. Ça nécessite un vrai partnering approach, donc que tous les acteurs se retrouvent régulièrement pour faire un contrôle et mesurer la température, où est-ce qu'on en est avec notre entente. Est-ce que le mot écrit correspond aussi à ce qui est vraiment mis en place après comme culture d'exécution de ces contrats de très longue durée et complexes, avec plein de surprises qu'on ne peut jamais complètement anticiper. Et c'est ça aujourd'hui la réalité de beaucoup de projets qui parfois s'enlisent, qui s'engouffrent, qui n'arrivent plus à sortir des difficultés parce qu'on a la tête dans le guidon. Il faut absolument maintenir les budgets, les délais, tout ça. Et parfois, prendre un peu de recul avec des personnes bienveillantes et qui accompagnent un projet comme ça peut être extrêmement efficace. Et c'est ça, justement, le rôle d'un Dispute Advisory and Adjudication Board. Il y a plusieurs variantes que je peux volontiers détailler après, mais le Dispute Board, en principe, c'est une institution ou un outil qui a été créé pour accompagner les deux parties qui doivent exécuter un projet ensemble pour qu'il se mène à bien. Pour qu'il soit bien exécuté. Voilà. Parce que toi-même aussi, tu as pas mal d'expérience internationale, là, si j'ose revenir là-dessus. Donc, tu parles des compétences interculturelles qu'il faut à la tête en tant que directeur d'une telle institution et peut-être dans la vie en général, dès qu'on fait du business. Et toi-même, tu as fait pas mal d'expérience dans différents pays. Oui, j'ai eu de la chance que dans ma carrière professionnelle, j'ai été amené à travailler dans différents pays en Europe, au Canada, en Amérique latine, plus précisément aussi au Brésil pour des grands groupes industriels et aussi pour des institutions comme les chambres de commerce internationales et de commerce, les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, voilà. Par exemple, à la AHK Deutschland-Brasilien, à Sao Paulo, on avait 1200 entreprises allemandes avec des succursales au Brésil qu'il fallait accompagner sur toutes sortes de questions juridiques. Ça, c'était une des choses que je faisais quand j'étais en poste à Sao Paulo. Super. OK, donc les Dispute Resolution Board, tu as déjà touché un petit peu, donc mais si je comprends bien, ce n'est pas que pour le public privé, c'est quelque chose de plus général. Est-ce que de dire, voilà, on se met autour d'une table et puis on discute ouvertement des problèmes pour éviter des conflits, c'est un peu trop résumé, j'imagine. C'est un peu plus développé que ça, non? Si on le simplifie, à la fin de la journée, c'est ça. Hein, mais donc, un dispute board, c'est un groupe de 1 à 3 personnes qui sont experts en la matière et qui donnent un avis et de l'aide à résoudre des problèmes sur des projets d'infrastructure. Le dispute board ne donne des recommandations qui ne sont a priori pas contraignantes, mais elles peuvent toutefois le devenir
au moins provisoirement, si elles ne sont pas contestées par une des parties dans un certain délai de forclusion. Donc, si une partie rejette la recommandation qui est émise par un dispute board, elle peut soumettre le litige à un tribunal arbitral qui, lui, tranchera et rendra une décision définitive. Ah, donc ça veut dire, tu dis que c'est une reco, c'est pas contraignant, etc. Mais disons, si on n'accepte pas, ça devient vite sérieux, quoi. C'est une reco, une recommandation avec insistance, en quelque sorte. Ouais. Exactement. Donc, ça dépend après de la façon dont ce dispute board est structuré. Il y en a qui s'appellent dispute resolution board Mhm. et d'autres qui sont appelés dispute advisory and adjudication board. OK. Et la version plus moderne et répandue à l'international, le dispute advisory and adjudication board. Et son rôle est de prendre en compte les mécontentements de l'une et de l'autre partie et d'essayer de trouver une solution simple et sans devoir rédiger un avis d'expert. Parce que dès qu'on passe par là, ensuite, ça peut devenir contraignant si les parties le choisissent. Mais ça dépend toujours du contrat qui prévoit ce dispute board. Donc, s'ils n'arrivent pas à trouver une entente, le dispute, le DAAB, comme on l'appelle, un Dispute Advisory and Adjudication Board, il émettra une décision qui pourra devenir contraignante selon les dispositions du contrat. Et en général, les parties ne souhaitant pas des décisions contraignantes, donc on peut dire que 99%, les 99% sont non-binding, et on fait ça surtout pour évacuer le risque d'arbitrage, parce que l'arbitrage est très coûteux, très difficile à mettre en place. On sait qu'en moyenne, il faut compter, même si c'est fast track, environ 6 mois pour choisir les arbitres. Et ça vaut le coup seulement quand on a des valeurs importantes ensuite à décider. Et souvent, avec un arbitrage, les parties, si j'ose dire, se dessaisissent un petit peu de trouver la décision. On délègue ça à des personnes qui sont choisies et sélectionnées spécifiquement, les arbitres, pour rendre une sentence arbitrale à la fin. Et après, il faut vivre avec cette sentence. Et ce n'est Ouais. pas toujours la même chose que quand on arrive à trouver une solution consensuelle décidée par les parties elles-mêmes. Il faut savoir qu'à tout moment, on peut négocier. Mais quand on est lancé comme ça dans une grande procédure, il y a des contraintes importantes et puis souvent les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'attendaient les parties. Donc, si je ne me trompe pas, on peut presque comparer ça un peu à la justice de paix dans la procédure civile, c'est-à-dire c'est non-binding, ça veut dire le ou la juge de paix émet une proposition, tu l'acceptes ou pas. Si tu ne l'acceptes pas, après, il y a l'autorisation de procéder. C'est on peut imaginer comme ça, comme une étape avant que ça devient un peu plus, on va dire, judiciaire. Oui, je n'aurais pas fait cette comparaison, mais c'est vrai qu'il y a certaines parallèles certaines similarités qu'on peut déceler. Pour moi, c'est autre chose quand on va voir les personnes, les experts du dispute board. Souvent, ce sont des personnes qui sont ingénieurs conseils, qui sont avec parfois un background juridique selon les besoins du projet. OK. On va les accompagner avec des personnes qui sont spécifiquement qualifiées pour bien interpréter les problèmes sur les chantiers. Il faut aller sur place après Donc, c'est aussi. des experts techniques plutôt que des médiateurs. Oui, oui, tout à fait. OK. Il y en a qui ont aussi une formation de médiateur. Ce Ouais. n'est pas la norme, ce n'est pas la règle, mais quand ils l'ont, bien sûr, ils ont aussi cette faculté de savoir mieux composer avec toutes les difficultés émotionnelles et les challenges de la communication sur des projets qui sont très difficiles à exécuter et qui présentent des grandes difficultés dans la négociation que souvent les parties n'arrivent pas à gérer elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'on se fait accompagner avec un standing dispute board sur la durée du projet. L'avantage, c'est que les personnes sont déjà sur place. On n'a pas besoin d'aller les engager spécifiquement pour ça. Ils ont un contrat cadre qui prévoit leur rémunération et puis leur mise à disposition de temps pour venir assister les parties pour accompagner ce projet dans des délais très courts. Donc, ils sont désignés d'avance aussi ou pas forcément? Un peu comme les arbitres.
Ils sont désignés, j'ai pas Est-ce compris. qu'ils sont parce que pour se soumettre à ce mécanisme, le DAAB ou le Dispute Resolution Oui, Board, oui. on s'y soumet contractuellement, j'imagine, avant même d'entamer, enfin, au début, quand on rentre en relation contractuelle, ou c'est pas le cas? C'est un peu Alors, comme l'arbitrage, on l'a dans le oui, contrat, oui, ou oui, la tout à médiation fait. aussi, et puis au cas où, voilà. Alors, l'idéal, c'est quand c'est prévu par le contrat, qu'il y ait un dispute board pour Mhm. accompagner le projet, mais on peut faire appel à un dispute board aussi à tout moment. Quand D'accord. ils interviennent plus Donc, tard, ils vont avoir certainement un temps de préparation pour comprendre les dossiers et ensuite venir sur place, faire leur analyse et puis émettre leurs recommandations. mhm. Et selon ce que prévoit le contrat, ça pourra devenir contraignant ou bien ce sera des recommandations qui devront être prises en compte avec des conséquences selon ce que définissent les parties. Donc, c'est vrai que j'imagine que c'est préférable de définir à l'avance parce que c'est toujours, une fois le problème est là, c'est toujours plus compliqué de, C'est même la manière dont on veut trouver la solution, même pas la solution, mais juste la manière, c'est toujours plus compliqué. tout à fait. Et puis, comme j'aime dire, the honeymoon period is of limited duration. Et c'est exactement la même chose sur un projet comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que essentiellement, on se sert de dispute boards sur des projets chers et longs, d'une certaine complexité, comme par exemple des projets de construction dans l'industrie ou dans l'infrastructure, comme les terminaux gaziers, des installations de désalinisation, etc. Hmm. Et en tout cas, pas pour des projets dans la finance ou pour des différents de propriété intellectuelle. Ce n'est pas le cas d'application d'un dispute board, hein. D'accord. Il y a un exemple d'ailleurs à Genève, si je peux me Vas-y. permettre de l'évoquer. Il y a un exemple tout près de chez nous avec un DRB qui a été mis en place avec 7 membres, donc un très Hmm. grand dispute board au CERN. Quand on Ah, passe à CERN pour aller vers Saint-Genis, on passe devant la grande la balle, enfin, la structure en bois, et à côté, il y a une espèce des tunnels qui ont été construits, mais hmm. dans l'air, et c'est le nouveau Welcome Center du CERN, et ça, ils ont mis en place un dispute board pour ça. D'accord. Donc, ça veut dire, mais tu décris ça de façon géographique, ça veut dire c'est tout le temps là ou c'est juste C'est là où ils ont le bureau ou comment? c'est un projet qui est en train de construire juste à l'entrée du CERN, du Centre européen de la recherche nucléaire, et comme c'est une organisation internationale, on a souhaité réunir les bonnes pratiques aussi en matière de résolution des différends, sauf Hmm. qu'au lieu de faire un dispute board raisonnable avec 1 à 3 personnes, on en a fait un avec 7 personnes. Je ne sais pas quelles considérations peut-être politiques ont dû être prises en compte dans ces circonstances. Je serais très curieux d'en apprendre plus, mais c'est ce qui se passe devant nos portes ici à Genève. Ouais, c'était un peu peut-être en lien avec ma question avant, si les personnes, les membres sont désignés d'avance ou pas, parce que Ouais. parfois, qui choisit l'arbitre, qui choisit le médiateur, etc. Enfin, il faut que ce soit quelqu'un de neutre. Ou si parfois une personne n'est pas neutre, ou deux, ou voire même trois, on rajoute pour neutraliser l'équipe en quelque sorte, enfin neutraliser dans le sens qu'elle devienne non neutre en tant que groupe. Si, voilà. C'est ça. Si Ben, chacun, c'est comme les ben, arbitres, hein, chacun en a un, et puis ensemble, ils choisissent un troisième pour que l'ensemble soit neutre. exactement, Ouais. exactement. J'ai la même situation là, tout récemment pour une affaire où on m'a proposé comme médiateur, et l'autre partie a préféré faire une conciliation avant que ça parte en justice, et les deux parties finalement se sont mis d'accord pour avoir 2 conciliateurs. Ah oui, ok. Il faut, Ouais. faut comprendre quels sont les besoins des parties et puis après Ah, composer avec. C'est peut-être un petit peu la situation similaire, qui avait des intérêts à prendre en considération, et c'est pour ça que le dispute board là a été constitué avec 7 membres. ouais. Voilà, il faut être flexible, il faut faire Voilà. quelque chose qui convient aux parties. Tu disais que comparé à l'arbitrage, c'est plus rapide, c'est moins coûteux. C'est vrai que l'arbitrage est assez comment on dit? Judiciarisé. Judiciarisé, terme compliqué. Donc, ça a une certaine durée, ça a pas mal de coûts qui vont avec. Donc là, c'est plus rapide.
C'est évidemment aussi moins coûteux en conséquence. Mais si on compare à la médiation, c'est quoi l'avantage vis-à-vis de la médiation? Alors, les trois, je pense qu'il faut bien les distinguer les uns des autres. La médiation, c'est vraiment une négociation basée sur les intérêts consensuels entre les parties. Ça, c'est best case scenario. Après, quand on est dans un contexte industriel, c'est bien d'avoir un suivi régulier. Et c'est un petit peu ça le rôle du dispute board, de faire un monitoring, de faire un accompagnement. Et souvent, rien que le fait d'avoir ça en place sur des gros projets aide déjà à réduire le risque qu'il y ait des conflits qui partent dans des zones qui sont plus contrôlables. Hein. Quand on attend trop avec les différents claims, on risque d'avoir une grande vague de tsunami qui peut tout casser. Hein, non seulement les budgets, les délais, mais aussi la réputation d'un projet. On a plein d'exemples où ça s'est très mal passé. Et donc, un dispute board, en principe, c'est très bien, c'est positif parce que les parties se sont rendues compte que c'est mieux qu'on se parle, même si on se fait aider et accompagner par des spécialistes. Et bien sûr que ça coûte, mais comparé au coût où on n'investit pas cet argent dans la dispute prevention, dans la dispute avoidance, comme j'aime dire, c'est 2 fois rien par rapport au risque qu'on encourt quand on n'a pas prévu ces choses. Donc, dans l'idéal, un dispute board, il entre en fonction au moment du premier coup de pioche, le Notice to Proceed, hein, le NTP, ou alors ad hoc, quand il y a un différend sur la compensation qui survient, par exemple. Pour l'arbitrage, c'est assez similaire hein, sur le point technique. Soit il y a une clause arbitrale déjà dans le contrat, soit on fait un arbitrage ad hoc. Donc, les parties se mettent d'accord que plutôt que de partir saisir la justice, on préfère un tribunal arbitral avec les experts qu'on a choisis soi-même, qu'on peut interviewer, nominer, puis les deux vont ensuite décider qui sera le président du tribunal arbitral. Il y aura des règles, procédures qui vont être rédigées spécifiquement pour ça. Tout ça met un certain temps à se mettre en place. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en place par les institutions arbitrales aujourd'hui pour simplifier ce processus, pour faire que ça devienne plus expedite. Et on voit un petit peu un rapprochement à des règles procédurales qu'on voit aussi dans la procédure civile, hein, comme des injonctions, les thématiques aussi avec le blanchiment des capitaux. Ces risques-là sont tous pris en considération aujourd'hui. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, en principe, toutes les grandes maisons avec des institutions arbitrales se sont équipées de mécanismes de NDR. Je préfère parler de Negotiated Dispute Resolution plutôt que Alternative Dispute, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment alternative, c'est devenu mainstream. C'est la règle. Donc, Negotiated Dispute Resolution, c'est vraiment ce dont il faut parler quand on parle d'une approche consensuelle pour résoudre un différend. Et puis, c'est le cas si on arrive à se mettre d'accord sur les recommandations, par exemple, d'un dispute board. Oui. Il y a des chartes de fonctionnement, comment sont les bonnes pratiques qu'on peut trouver assez facilement quand on va, par exemple, au bord de la Stockholm Chamber of Commerce ou bien au bord de regarder à la CCI à Paris, ou bien je suis sûr que le Swiss Arbitration Center a aussi des dispositions adéquates par rapport à ça. Et souvent, on fait aussi un petit peu, le jargon, on dit wildcat arbitration. Donc, quand on vient prendre certaines dispositions, mais on ne va pas dans une institution, souvent ça se passe comme ça, ad hoc, et puis wildcat. On compose une solution. Voilà, on fait un petit peu un assemblage de différentes saveurs qui font qu'on a après un contrat et puis un système d'escalation de conflit qui convient aux parties. Voilà. C'est ce qui se passe typiquement aussi au CERN, quand il y a des grands chantiers comme ça. On va piocher ici avec des règles FIDIC, donc c'est l'association des ingénieurs qui ont émis des contrats cadres, par exemple, puis on va prendre des règles de procédure d'une autre institution et puis faire un petit peu un grand pot pourri qui aide ensuite à gérer la situation où il faut trouver les solutions. On va appeler ça le Eclective Dispute Resolution.
Donc, peut-être juste quelques mots sur la procédure. Tu as un peu entamé ça aussi. Après, voilà, il y a un désaccord et puis il y a l'une des deux parties qui saisit. Ou puis, qu'est-ce qui se passe? On est convoqué à une réunion. Enfin, je sais, je comprends, il y a différentes manières, Oui. mais le plus classique, Alors, c'est… le fonctionnement d'un dispute board, essentiellement, va prévoir que les membres dispute board vont visiter le lieu, le chantier, soit une fois par semestre, soit une fois tous les mois, pour voir le progrès du chantier et identifier aussi Ah. s'il y a des points qui sont en suspens ou il y a des blocages qui doivent être traités. Euh, Ah, ils et n'attendent pas en fait que ça… non, non. D'accord. Ah, c'est intéressant. En fait, ils sont vraiment engagés pour accompagner ce projet. Hein. On Ah, d'accord. sélectionne trois experts en la matière qui viendront, alors il faut compter peut-être 1 ou 2 jours pour la lecture des protocoles, et puis ensuite pour faire le suivi. Et ensuite, ils vont se rendre sur le chantier. Comme le chantier n'est pas toujours très facile d'accès, hein, parce qu'on construit ces grandes infrastructures souvent dans des endroits qui ne sont pas hyper bien reliés sur le plan logistique, il faut compter en moyenne 3 jours pour le déplacement pour les membres du dispute board afin de se prononcer sur un claim. Hein. Puis selon la complexité, ça peut durer ensuite, allez, on va dire jusqu'à 2 semaines. Hmm. Euh, ces personnes sont rémunérées au temps normalement. Donc, admettons qu'il y ait par exemple 3 membres d'un Dispute Advisory and Adjudication Board avec un taux journalier d'environ peut-être entre 2000 et 2500 $. S'il y a une grande complexité, c'est peut-être 3000. C'est quelque chose qui doit être convenu entre les experts. C'est le même prix à la tête pour les 2 clients, hein, donc ils font tous moitié-moitié. Hein, bon concept fribourgeois, un petit peu machin. Et puis, du gruyère. Et puis, donc, après, ils vont émettre des recommandations. Et souvent, il y a après un blocage parce que les recommandations ne prennent pas toujours parce que les personnes qui prennent les décisions, des entreprises qui doivent exécuter le projet ensemble, ne sont pas toujours sur les lieux avec. Hein. Hmm. Le CEO, il ne va pas toujours venir avec visiter le chantier. Et Ça veut donc, dire il y aura… c'est les membres du board qui peuvent même déclencher une proposition, une solution de ce board. Exactement, c'est ça Ah, leur rôle, hein, de d'accord. vraiment donner Ah. leur avis professionnel sur comment avancer et surmonter des impasses qui surviennent dans l'exécution du projet. Donc, qu'est-ce qui est plus souvent? C'est plus souvent eux qui lancent le processus ou c'est plus souvent les Alors, parties? normalement, on établit un calendrier Mhm. avec les différentes phases de provision. Il y a, par exemple, preliminary design freeze, final design freeze, etc. Hein, différentes phases d'avancement. Certains projets appellent ça aussi des gate reviews. Hein. Quand on Mhm. passe au Mhm. prochain gate, on Ouais. a le droit de recevoir de nouveau des avances ou bien des parent company guarantee ou bien des bonds qui sont libérés pour la performance par Mhm. étape, qui sont liés aussi à des payment milestones. Donc, la validation de ces étapes et aussi l'assurance que la qualité est au rendez-vous sont des échéances importantes dans un projet comme ça. Et les experts du Dispute Board vont aider aussi à valider ces milestones. Donc, c'est un avis très important pour l'avancement du projet parce qu'il est souvent lié aussi à des clauses financières Mhm. qui décident ensuite de l'avancement du projet. Il y a parfois aussi des homologations publiques à obtenir. C'est très complexe. Hein. On ne fait pas ça pour n'importe quel projet, mais dans cette ligue de complexité, c'est ce qui se fait et c'est une très bonne pratique de se faire accompagner par un Mhm. dispute board là-dessus, parce qu'ils sont spécialistes en la matière, ils en ont fait Ouais. tout plein avant et ils peuvent aussi être disponibles et se rendre sur place pour vraiment déceler de quoi il s'agit. Mhm. Passionnant. Mm. Vraiment passionnant, c'est vraiment, écoute, j'ai appris beaucoup de choses. Je pensais imaginer à peu près de quoi il s'agit, mais c'était pas tout à fait ça, enfin, en toute petite partie, mais surtout là, à la fin, que c'est très opérationnel, qu'ils sont impliqués de façon Ouais. proactive et ça, c'est vraiment super intéressant.
c'est vraiment la preuve qu'encore il faut être créatif et puis carrément inventer des choses. C'est finalement, l'objectif, c'est de résoudre un conflit à l'amiable. Ouais. Mais comment faire? Là, on a beaucoup de possibilités. Et je pense qu'on n'est pas du tout au bout des inventions qu'on pourrait encore faire dans ce domaine-là. Ça, c'en est une. Donc, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin sur soit ces boards ou sur, je sais pas, la médiation, la prévention de conflits, quelque chose que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent? Je pense qu'aujourd'hui, la question est vraiment, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas essayer une résolution de façon consensuelle et négociée, basée Mhm. sur les intérêts? Quand on n'y arrive pas soi-même, souvent, c'est bien d'aller chercher le conseil par quelqu'un. Ça peut être un médiateur ou deux co-médiateurs. Ça peut être aussi pour un projet d'une certaine complexité, un dispute board. Moi, je pense que c'est une très bonne pratique, surtout sur des partenariats publics-privés, des infrastructures sociales et physiques qui ont des conséquences aussi pour les utilisateurs par la suite. Et si on veut s'assurer qu'on arrive à dérisquer et rendre les contrats plus résilients, résilients aux changements, aux choses inattendues comme la pandémie, il y avait la possibilité de tirer la clause de force majeure ou bien fait du prince, et puis je me sens plus responsable. Mhm. C'est trop facile. Il y en a Aujourd'hui, qui on est font dans ça une... aussi en dehors des crises, hein. Oui. Et c'est là qu'il y a l'utilité d'avoir ces mécanismes qui aident à mieux gérer ces situations et de trouver un arrangement autodéterminé qui est basé sur les intérêts des parties. Ça me paraît vraiment très, très essentiel. Et c'est ce qu'on appelle, nous, médiateurs, interest-based negotiation outcome. Ça me paraît très, très important. Voilà, du gagnant-gagnant. 1 + 1, ça donne au moins 3, comme on dit à Harvard. Exactement. Super, merci beaucoup Jean-Christophe. Merci, Pascal. Merci pour le partage, à très bientôt. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne, aimez le podcast ou laissez un commentaire, cela nous aide. Merci.